Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue pour ce podcast que nous allons réaliser donc avec Julie dans le cadre de Optimimo, dans le cadre d'une prestation que nous avons pu effectuer. Julie va nous parler beaucoup d'elle, de ce qui s'est passé, d'où elle vient, des actions que nous avons pu mettre en place et du résultat escompté. On va voir ensemble tout son parcours et comment elle a réussi à transformer sa situation grâce à Optimimo. On va voir aussi ce qu'elle vivait, les problèmes qu'elle a pu vivre dans le cadre de ses aventures immobilières et les solutions que nous avons pu mettre en place, et ce qui lui a permis aujourd'hui de générer beaucoup d'économies. À ce jour-là, on a un premier décompte qui tourne entre 80 et 90 000 euros d'économies sur les différents biens que Julie a aujourd'hui. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais la laisser parler pour que nous puissions avoir déjà son introduction, qu'elle puisse se présenter à nous et que nous puissions rentrer dans le détail de ses biens. À vous la parole, Julie. Ok, donc je m'appelle Julie, je suis née à Paris, de parents guadeloupéens. J'ai fait toute ma scolarité en Île-de-France. Après l'obtention de mon master, je suis partie en Australie pendant 1 an. Je suis revenue suite à cette expérience avec un anglais amélioré et l'envie d'évasion. La région parisienne, je n'aimais plus. Je n'aimais plus la région parisienne, donc nous sommes partis en Bretagne, à Rennes, où j'ai travaillé dans une école de commerce. Ensuite, mon mari a eu une opportunité pour partir travailler en Guyane. Et nous avons décidé d'y aller. J'ai eu un coup de cœur pour cette région et j'ai décidé de m'y installer. Donc, j'ai postulé, je suis rentrée dans une entreprise, dans l'industrie, et maintenant, je suis contrôleur de gestion en Guyane. Voilà, D'accord. En contrat local. D'accord. Donc vous êtes bien, donc vous êtes salarié en CDI Salarié en CDI. dans une grosse société, Oui. mais en Guyane, et donc ça peut paraître compliqué par moment d'acheter de l'immobilier. Expliquez-nous votre parcours lié à l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que tout en étant salarié en Guyane, vous avez commencé à acheter des biens, c'est ça? J'ai commencé à Rennes. Donc, en fait, j'avais un collègue à Paris qui me parlait souvent d'immobilier et de quitter en fait le monde salariat parce qu'on était dans une entreprise où on était dans un open space, on travaillait comme des malades. Et je lui ai dit, ah, j'aimerais bien acheter un bien. J'ai de l'apport. À l'époque, je crois que j'avais 20 000 euros de côté. Et je lui ai dit, j'ai 20 000 euros de côté et j'aimerais acheter un bien, mais j'avais dans l'esprit ma maison principale en fait. Je voulais acheter un appart voilà, pour fonder ma famille. J'étais enceinte, donc voilà, j'étais partie pour acheter un bien principal. Et il m'a dit, moi, si j'ai 20 000 euros, c'est quand même pas mal, j'achète deux. J'achète deux biens avec ça. Je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il me parle ça commençait les débuts des formations en ligne. Donc, il me parle d'un monsieur qui a plein de logements, plein d'appartes et tout ça. Donc, ça m'a trotté dans la tête. Donc, ensuite, quand on est arrivé à Rennes, j'ai commencé à chercher par moi-même des biens. Je suis tombée sur une agence qui m'a fait visiter un bien. Bon, je lui avais demandé un bien dans l'ancien parce que j'avais commencé à regarder, à m'informer que c'était plus facile pour avoir de la rentabilité si on achetait un bien dans l'ancien, qu'on faisait une petite rénovation, on allait faire de la défisque au niveau des impôts. Et donc, j'avais ça qui me trottait dans la tête. Mais quand je suis allée dans cette agence immobilière, l'agent immobilier a vu mon profil de naïve et il m'a proposé un bien en Pinel. D'accord, un bien neuf. Un bien neuf en Pinel. Il m'a fait visiter évidemment une copro absolument magnifique, une ancienne abbaye avec de la pierre apparente, des anciennes vestiges de cette abbaye, vraiment une rénovation magnifique. Et j'ai eu un coup de cœur et du coup, je m'étais fixé un objectif de 100 000 euros à l'époque et bah non, j'ai explosé le budget. C'est un studio que j'ai acheté très cher. C'est un studio que vous avez acheté, donc par conséquent un studio de 23 mètres carrés en rez-de-chaussée. C'est une toute petite copro sur 2 étages. Donc, non, un étage. Donc, j'avais le rez-de-chaussée et sinon, il y a juste un étage au-dessus. Donc, c'était plus destiné pour les étudiants ou les jeunes travailleurs. D'accord. Pas de place de parking, pas de cave. C'est juste le studio que j'ai acheté, 23 mètres carrés avec une petite terrasse. Et c'était j'ai fait un crédit de 140 000 euros quand même.
Et j'ai D'accord. mis 10 000 euros, En effet, d'achat. je pense que vous avez acheté à un moment où les prix d'immobilier étaient donc C'est plutôt très haut. élevés. Donc, 2015. on est on est dans un contexte où c'est plutôt élevé. Après, il n'est pas illogique en tant que salarié qui plus est en couple, donc que deux salariés, voilà, il y ait des revenus qui soient en conséquence et que par conséquent, on vous propose une défiscalisation Pinel. La problématique de la défiscalisation Pinel, c'est de trouver le bon équilibre. Parce qu'en effet, il y avait quelques contraintes à ça. Quelles ont été les contraintes, que vous avez rencontrées avec cet appartement dans le cadre du Pinel? Aujourd'hui, la vraie problématique, je suppose que c'est… J'ai été submergée par la quantité de papier. C'était la première fois qu'on souscrivait. Mon mari enfin, j'achète avec lui, mais il ne s'intéresse pas du tout à l'immobilier. Enfin, c'est pour ça que je parle à la première personne, mais il ne s'y intéresse pas du tout. Donc, je dis mais on est à deux. Hein. On achète à deux. Mais vu qu'il ne s'intéresse pas, c'est moi qui fais toutes les démarches. Donc, j'ai été submergée par la quantité de papier que la banque nous demandait pour souscrire le crédit. J'ai été vraiment surprise. L'assurance aussi, où on nous demandait plein de choses côté médical. C'est vrai qu'il y a une contrainte. Il y a une lourdeur administrative pour la souscription des emprunts bancaires qui est mise en place, qui est aussi là pour protéger ceux qui empruntent, mais malgré tout, c'est vrai que c'est une lourdeur, ce n'est pas forcément très simple, il y a de plus en plus de contraintes, et chemin faisant, les années passant, on se rend compte que ces contraintes sont de plus en plus fortes, et malgré la hausse des taux associés aujourd'hui, il y a une contrainte très forte. Au niveau de votre Pinel, je reviens dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet important. En termes de rentabilité, en tenant compte de la défiscalisation, est-ce que vous arriviez à vous y retrouver ou pas? Pas du tout. À la base, je voulais un bien qui me rapporte plus que ce qui me coûte. Et le Pinel, malgré la défiscalisation, me coûte énormément d'argent. J'étais choquée aussi par le prix des loyers que je pouvais obtenir. Évidemment, l'agent immobilier m'avait bien omis de me parler il m'avait dit que les loyers étaient plafonnés, mais je ne savais pas. Moi, je vois la qualité du bien que je proposais. En plus, j'avais laissé tous les équipements, même si je le louais en nu, j'avais laissé tous les équipements parce que c'est comme ça qu'ils le fournissaient en fait à la vente. Il y avait qu'un clic-clac. J'ai juste retiré la vaisselle, en fait, pour pas que ce soit considéré comme un bien meublé. Mais j'ai laissé les équipements, c'est neuf, c'est magnifique. Et je n'avais un loyer que de à peine 300 € en 2015. J'ai été vraiment surprise parce que derrière mon remboursement, c'était à peu près presque 600 € avec les charges de copro et tout ça. Donc, je me suis aperçue que je sortais beaucoup plus d'argent et malgré la défiscalisation en fin d'année, finalement, on ne s'y retrouvait pas du tout. Donc, grâce à ce Pinel quand même, je me suis aperçue qu'il fallait vraiment que je me forme à l'immobilier pour ne pas retomber dans ce système de Pinel. Ah oui, sachez pardon, que je m'étais beaucoup renseignée sur Pinel et le gouvernement incitait beaucoup à cet achat. C'est exact. Il y avait une forte incitation Pinel à la défiscalisation parce que c'était pendant des années, c'est vrai qu'on a promu l'immobilier neuf, mais il y avait un certain nombre de contraintes. Vous en avez énuméré un certain nombre, vous avez complètement raison. C'est que quand on investissait en Pinel, on avait le droit à une défiscalisation qui était quand même assez contraignante. Du fait que voilà, on avait cette obligation de louer dans certaines conditions, notamment avec des loyers qui étaient capés, de louer aussi à des personnes avec certains revenus. En tant que propriétaire, nous étions contraints à l'allocation à certains profils, ce qui au global, il faut regarder, je dis toujours, il ne faut pas regarder juste l'aspect défiscalisation que nous allons avoir, malgré qu'elle soit importante, c'était l'objectif de ce programme, mais le coût global d'acquisition. Et quelle est la rentabilité globale que nous allons avoir dans de tels projets? Et dans votre cas, pour avoir analysé la situation après avec vous, il est clair qu'au final, malgré la défisque, malgré
tout ce que ça a pu vous apporter, vous avez dû payer beaucoup plus. Donc, vous aviez un effort de trésorerie qui était beaucoup plus important que ce que ça vous a rapporté. Donc, typiquement, on est dans un cas où il y avait une solution alternative qu'on est en train de mettre en place actuellement. La solution alternative, en effet, ça peut être le meublé. C'est une des solutions, mais que nous mettons en place donc, pour votre bien, que j'ai pu faire également à titre personnel sur mes biens, qui permet lorsque vous achetez des produits comme cela, le meublé, c'est une solution parce que la crainte également, c'est que au terme de l'édifice, ce sont des volumes de personnes importantes qui vont acheter au même moment et donc qui vont avoir leur déficit s'arrêter au même moment et donc ils vont vouloir vendre au même moment. Ce qui veut donc dire que, en plus, dans un contexte actuel où les taux augmentent fortement et le prix de l'immobilier a fortement baissé, bien c'est la double peine. Parce que déjà, vous avez acheté très cher, donc vous ne retrouverez pas votre investissement et en plus, vous allez avoir du mal à vendre parce que tout le monde va vouloir vendre en même temps dans votre résidence. Donc, c'est un peu la double peine. C'est la raison pour laquelle on met des solutions alternatives pour aider les gens à sortir du Pinel. Il y avait aussi le fait que quand je cherchais de l'information sur ça, parce que je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est que le Pinel, je n'ai vu aucune information qui me prévenait de ce manque de rentabilité. Tout le monde, c'était qu'un seul son de cloche sur Internet et c'était le Pinel, c'est super, allez-y, les yeux fermés limite. C'est d'où la nécessité absolument de vraiment de prendre. J'encourage tout le monde à vraiment se renseigner avant de s'engager sur des programmes d'État pour bien connaître les avantages et les inconvénients, et notamment par rapport à sa situation. Parce qu'au final, comme pour Julie par exemple, où là, finalement, le bien. Alors j'ai compris qu'il y avait un aspect coup de cœur aussi, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure sur le bien. On pouvait acheter le bien, mais finalement, peut-être le prendre tout de suite d'une autre manière et ne pas nécessairement aller dans un programme Pinel qui, au global, dans l'acquisition générale, n'était pas aussi rentable que ça. J'ai eu l'association d'être orientée, en fait, parce que quand je suis arrivée dans l'agence, j'ai demandé un bien ancien. J'ai demandé un bien ancien avec des travaux. Et cet agent immobilier qui avait de la bouteille, c'était pas un jeune agent immobilier, c'était un monsieur qui avait autour de la 50aine d'années. Il avait de la bouteille, il m'a vu arriver avec mes gros sabots. Et il m'a posé 2 questions, je me rappelle très bien. Il m'a dit, vous avez de l'apport? Et moi, j'étais assez fière quand même, parce que j'ai dit, ouais, j'ai 20 000 euros quand même d'apport. J'étais assez fière, j'étais jeune, j'avais 20 000 euros d'apport. Et en fait, il m'a orientée vers cette résidence. Il m'a dit, j'ai un studio qui pourrait correspondre, mais c'est pas de l'ancien, mais il faut que vous le voyez absolument. Et évidemment, quand on arrive dans cette copropriété magnifique, j'ai été complètement subjuguée. Mes parents qui étaient assez réticents à ce que je me lance dans les achats immobiliers, ils étaient un peu fébriles. Je ne suis pas du tout issue d'une famille d'investisseurs et tout ça. Donc, quand ils m'ont vu jeune mère qui part dans un délire je leur disais, je veux quitter le monde salarial à 40 ans, je vais quitter la rat race. J'avais commencé à faire des formations en ligne, machin, et ils m'ont dit, oh là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas censé acheter ta résidence principale, avoir ton scénic et ton labrador, quoi. C'est plus quand même, faut faire attention à ce que tu fais. C'est bien d'avoir sa résidence principale. Voilà, enfin, c'est un peu l'esprit des années 2010-2015. C'est exactement ça. Il y avait un esprit de sécurité. Et vous vous lanciez dans l'investissement, dans l'aventure, ce qui n'est pas forcément facile, où beaucoup échouent. Et vous avez rencontré un certain nombre de difficultés. Alors là, donc, on va passer à vos investissements suivants. On a parlé du Pinel, donc encore une fois, Pinel qui peut être intéressant suivant les parcours. On n'est pas là pour justement dire qu'est-ce que le Pinel est forcément mauvais. Dans votre cas, il n'était pas adapté à votre solution. Il y avait d'autres solutions. Nous sommes en train de trouver une solution pour vous, étant donné qu'on a mis en place une solution de meublé que nous allons adapter par rapport à ce bien, qui est une solution de sortie lorsque vous finissez la défiscalisation. Attention, il faut quand même rappeler que lorsque la défiscalisation s'arrête, considérez que généralement ce sont des immeubles neufs
et que par conséquent, vous avez très souvent toute la copro qui se retrouve dans la même situation que vous. Dans ce cadre-là, il est difficile de vendre ou alors de vendre à perte, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc la solution de transformer votre bien et de le louer en meublé est une solution qui est beaucoup plus pérenne et intéressante. Oui. Julie, est-ce que vous Les pourriez autres nous parler de biens, vos autres expériences, alors les autres biens que vous avez expériences, pu acheter, parce que, je répète, vous avez donc 5 biens oui, en France que oui, vous gérez à distance, depuis la Guyane. voilà, c'est ça. Alors, le deuxième bien, on l'a acheté quand on vivait encore à Rennes. Là, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes. J'ai fait les formations en ligne, les quitter la rat race. J'ai fait une autre formation aussi avec quelqu'un qui avait un peu plus les pieds sur terre et qui parlait justement des inconvénients et de la difficulté que c'était. Il ne vendait pas que du rêve, hein. Donc, j'ai essayé de suivre étape par étape les conseils. Je suis tombée sur une agence à Nantes qui proposait, ils appelaient ça chasseurs d'appartements. Voilà, c'est Chasseur des de biens, chasseurs oui, c'est ça. chasseurs de biens immobiliers. C'est des chasseurs de biens immobiliers. J'ai eu le patron de l'agence qui connaissait très bien les formations en ligne, qui avait participé à plusieurs séminaires qui étaient sur Paris. Alors voilà, donc il était très avancé dans le processus. Lui-même avait eu une formation de cuistot et il avait tout quitté pour se lancer dans l'immobilier et lui-même, il avait plein de biens qu'il avait rénovés, donc il connaissait bien. Et il m'a proposé un produit à Nantes qui était vraiment dans son jus, pas cher. C'était un monsieur qui était sous tutelle, qui vivait dedans et il s'enfermait dans le logement avec les volets baissés. Il était un monsieur qui manquait d'hygiène, il avait des soucis mentaux en fait. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui visitait le bien, il partait en courant, dégueu, ça puait la merde, pardon, il ne faut pas dire de gros mots, ça puait énormément dans le logement. Et du coup, je me suis déplacée à Nantes et je l'ai visité. Ça sentait tellement mauvais que je lui ai dit, s'il vous plaît, on continue cette discussion dehors parce que c'est bon. Je n'ai pas besoin de rester plus longtemps dans ce logement. C'est un taudis. Alors, par contre, le prix était vraiment attractif et je savais qu'avec une fourchette correcte de travaux, on pouvait le rendre très beau, ce logement. En fait, comme j'étais formée, j'ai vu les mètres carrés et le potentiel et l'emplacement et je ne me suis pas concentrée sur la déco et la C'est vétusté. exactement ce qu'il faut faire quand on achète de l'ancien, c'est voir le potentiel final et l'emplacement et vérifier l'extérieur du bâtiment. Finalement, ce qui est à l'intérieur du bâtiment, plus il y a de travaux, mieux c'est. Ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer que la copro est saine, que les parties communes soient propres, que la façade et la toiture soient propres pour éviter d'avoir des dépenses relativement importantes, parce que quand il y a un ravalement de façade, c'est toujours des montants importants pour les propriétaires, une toiture également, et donc s'assurer que ces éléments-là soient propres ou qu'ils aient été effectués récemment. C'est la raison pour laquelle il est toujours important d'être bien épaulé d'un notaire qui pourra ensuite, qui va pouvoir poser toutes les questions nécessaires et récupérer toutes les AG. Les 3 dernières AG, il faut absolument les lire afin de se renseigner sur ce domaine, sur ces informations. Donc, dans votre cas, vous avez pu voir un taudis, ce qui est parfait, donc un appartement absolument délabré, à rénover intégralement, donc que vous avez pu rénover. Oui. Donc, vous avez acheté, vous avez rénové. C'est l'agence qui proposait un service clé en main. Donc, il trouve le bien, il s'occupe de la rénovation, il s'occupe Alors, c'est tout ce qu'on avait pris comme offre. Rénovation et c'est tout. Ensuite, je l'ai équipé moi-même. Donc, c'était très éprouvant physiquement parce qu'on habitait à Rennes. On prenait la route pour aller à Nantes. Il fallait aller à la maison, dans les enseignes de meubles, monter les meubles. C'était très éreintant. On a fini par l'équiper intégralement et on l'a mis en agence une conciergerie. Une conciergerie qui s'est occupée de la location. Il s'occupait juste du ménage et de donner les clés aux locataires Airbnb et Booking. Donc, vous faisiez de la location de courte durée. Courte durée. Voilà, donc là, pour ce bien-là, finalement, pas trop de difficultés.
car Si, vos... si, des difficultés aussi en courte durée. Donc là, on a mis le pied Bien sûr. dans Alors, ce un que nouveau j'allais dire, monde. c'est pour l'achat, etc., donc pas trop finalement de difficultés, vous avez pu faire des travaux, donc avec les épreuves Je n'ai que pas eu de cela... difficulté pour l'achat. Et en plus, on a très bien négocié le crédit. D'accord. On a eu un super taux. On a emprunté à 110%. Donc, Ce qui on n'a était fait plutôt bien à aucun. l'époque, Ouais, qui se fait beaucoup moins aujourd'hui. on n'a pas dépensé, enfin, je veux dire, on n'a pas mis d'apport pour cet Mhm. appartement à Nantes. Ça a été financé intégralement par la banque. Et pour ça, pour le coup, pour la partie financement et recherche du bien, on n'a pas eu de difficulté. Mais la mise en place en Airbnb, ça a été très compliqué parce que c'était moi qui m'occupais des annonces. C'est moi qui m'occupais de gérer le calendrier. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je connaissais rien. Et créer une annonce, gérer les appels des clients, gérer les messages de mécontentement, c'était trop. En parallèle de mon travail et de ma vie de mère, c'était énormément de travail. Donc, j'ai demandé à la conciergerie qu'on Donc arrête. vous aviez déjà deux emplois, celui de maman, celui de Oui, votre oui, travail en plus, plus oui, vous en avez rajouté un troisième j'ai avec rajouté. l'immobilier. Oui, Et il se trouve que dans ce troisième métier, vous vous êtes lancé dans la courte durée, également pour un oui, bien. Courte durée oui. qui n'est pas le même métier que les autres, parce que contrairement à la longue durée, eh bien, la courte durée, alors, je dirais pas contrairement, mais disons que tout est fortement réglementé, mais la courte durée l'est encore plus, avec des exigences qui sont de plus en plus fortes par l'urbanisme, parce que, en effet, il y a eu des abus pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, la location courte durée se gère via des changements d'usage ou des changements de destination associés au Ça, bien, des choses qui sont un peu ça, compliquées, et une lourdeur administrative ça, sur lequel nous vous aidons, et pour lequel, voilà, aujourd'hui, vous pouvez exploiter. Euh, Quelles sont les grosses contraintes que vous avez rencontrées sur ce bien-là au niveau de la location, mis à part la lourdeur administrative, est-ce qu'il y a eu la des lourdeur problématiques de administrative, les dégradation du bien rendez-vous. ou pas? Voilà. Oui, alors il y a eu déjà il a fallu aller à la mairie de Nantes, toutes la paperasse, l'administration française, hein, comme d'habitude. Donc c'est C'est ce que beaucoup de j'appelais la contraintes. lourdeur administrative, en effet. Ah ouais. Donc il a fallu aller faire les déclarations, tout ça. J'ai eu des prostituées. Enfin, c'était le problème beaucoup sur cet appartement parce il est vraiment bien placé. Il est à côté du centre-ville de Nantes. Il est bien desservi. Il y a un super parc magnifique à côté. Et la location courte durée attire aussi des, euh, des, Des profils des profils. pour des Mm. activités qui ne sont pas tout à fait légales, c'est en effet une problématique, notamment dans certains centres-villes, lorsque vous êtes en hypercentre, ce qui est votre cas. Euh, et c'est la raison pour laquelle la location courte durée est de plus en plus normée, sur lequel il faut faire attention. Il y a des agences très particulières qui font ça très bien aujourd'hui et qui permettent une exploitation plutôt vers des professionnels. Euh, Malheureusement, il peut arriver en effet ce type de cas. C'est souhaitable par personne, mais ça arrive où, en effet il peut y avoir des profils non souhaités qui bah, soit vont aller dans le bien et sur lesquels il pourrait y avoir des contraintes avec le voisinage, mais c'est également des possibles dégradations dans le bien qui ensuite génèrent beaucoup de frais. Est-ce que vous avez eu justement associé à ça des dégradations de biens ou ça n'a pas été le cas sur En ce fait, bien-là? quand j'ai fini par me rendre compte, on a déménagé en Guyane, j'ai dit que je ne voulais plus gérer les annonces. Donc, la conciergerie avait pris un peu d'ampleur et elle a diversifié son offre. Donc, elle faisait au début, ça allait parce qu'elle faisait les remises des clés aux clients. Il se déplaçait, en fait, le concierge pour rendre les clés aux clients. Mais après, on a mis une boîte à clés. J'avais plus du tout la visibilité sur ce qui se passait dans le logement puisque j'ai Mhm. tout délégué à la conciergerie. Ils s'occupaient de tout. Donc évidemment, en termes de cash flow, ça s'est dégradé aussi, hein. L'offre était très chère et la dégradation que j'ai eue, c'est juste le feu. J'ai eu juste un feu dans la salle de bain, mais ça s'est réglé. Voilà.
j'ai pas eu de, D'accord. surtout Donc, les appartements que j'ai pas eu à part cette dégradation-là, j'ai pas eu de dégradation plus que ça. Des vols, évidemment, quand il y a le donc, sèche-cheveux, des vols. hmm. Dans la location Alors, courte durée, d'accord. Donc, si on résume sur ce bien-là, on était sur une situation où euh, on a eu une ordre administrative parce qu'on a fait le choix de partir en location de courte durée, sur lequel il y a quand même de plus en plus de contraintes. Les conciergeries que nous allons utiliser, donc qui sont forcément onéreuses et qui dégradent fortement le cash flow, ça c'est une évidence. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est un bien qui est rentable et sur lequel oui. vous réussissez à En fait, générer pas mal oui, de cash? parce que quand j'ai vu que j'avais des commentaires vraiment mais assassins hein, sur les plateformes de location courte durée, et quand on a des commentaires assassins, eh ben, ils bloquent des fois les annonces. Donc, j'ai décidé de faire appel à une architecte d'intérieur, une décoratrice d'intérieur, qui m'a proposé de s'occuper clé en main de refaire toute la déco. Donc, pour augmenter en fait la qualité du bien et attirer des clients de meilleure qualité. Et Exactement. du coup, ça a fonctionné au début, mais j'ai senti que la conciergerie a commencé à faire un peu n'importe quoi. J'arrivais pas à les joindre et tout ça. Donc, ils m'ont proposé une autre conciergerie. Parce que je leur ai dit, je vais arrêter, là, c'est plus possible. Et avec cette conciergerie-là, oui, maintenant, je suis rentable. D'accord. Et donc aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec vous. Donc si on résume la situation pour ce bien-là, donc premièrement, c'est un choix de partir vers les meublés pour avoir plus de cash flow, mais si on peut le résumer ainsi, générer plus de cash flow avec la location courte durée, c'est possible, Oui. mais en mettant les moyens, en investissant, donc là, vous avez fait le choix d'avoir une architecte pour miser sur la décoration d'intérieur, sur des prestations haut de gamme. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ce qui va éviter aussi certains profils qui peuvent être plus gênants, parce que forcément, vous allez sur des tarifications qui vont être plus élevées. Et finalement, quand on a des tarifications un peu plus élevées, un peu plus haut de gamme, on arrive à avoir des gens qui vont prendre globalement plus soin de votre bien et sur lequel vous, derrière, vous allez générer toujours plus de cash flow avec un risque de dégradation relativement faible. Au Oui. niveau de vos autres biens, si on résume un petit peu la situation et pas forcément rentrer dans le détail, est-ce que vous avez eu d'autres problématiques? Je me souviens je me souviens que nous avions pu échanger sur une problématique de un de vos prestataires qui avait Ah oui. déposé. Oui, alors j'ai travaillé, donc je disais, avec cette agence de chasseurs d'immobilier. Donc on a Mhm, fait avec eux le projet à Nantes. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on est parti en Guyane avec mon mari. On a acheté à distance à Rennes bien sûr. un autre appartement, un T2 à Rennes. Pareil, formule clé en main, sauf que là, non, ça allait plus loin parce qu'ils s'occupaient de tout, 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 tout. C'est-à-dire de rechercher l'appartement, trouver l'appartement, le rénover intégralement, le meubler et l'équiper intégralement et le mettre et proposer une agence, une conciergerie pour le mettre en location courte durée, meublé. Voilà. D'accord. Donc, le projet s'est très bien passé. Tout s'est déroulé. On a eu quelques petits couacs quand la conciergerie a mis l'appartement en service. Il s'est aperçu qu'il y avait quelques petits défauts, des machins. Donc, c'était juste ça. Sinon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Donc, on était content de travailler avec eux. En 2021, on a voulu faire un autre projet avec eux à Brest. Et c'est là que ça s'est très mal passé parce que l'agence était en liquidation et ils nous ont rien dit et ils nous ont demandé des arts alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas pouvoir honorer le contrat. Oui, Donc d'accord. j'ai versé des arts pour finaliser le projet. Donc les travaux avaient déjà un peu commencé, mais ça n'avançait pas parce qu'ils ne payaient pas les artisans. Et heureusement que je suis tombée sur un artisan du Finistère très carré. Et c'est lui qui m'a alerté sur ce qui se passait à l'agence à Nantes. Et c'est lui qui m'a dit, Madame, regardez sur Internet, regardez, essayez de contacter votre agence, vous verrez, il y a je travaille avec des clients qui ont versé des arts
stratosphériques et ils ne verront plus jamais leur argent, en fait. Et il n'y a rien. Et il me dit, vous, moi j'ai versé 10 000 euros. Aujourd'hui, voilà, donc ils étaient en cours de liquidation. Et donc, quand c'est ainsi, donc, tout argent qui est versé, évidemment, ça va passer dans les mains du liquidateur. La problématique, c'est que les clients qui ont versé l'argent, généralement, ne le retrouvent pas. C'est pas désagréable, les liquidateurs d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas été sympas du tout, hein, parce que j'ai versé mon argent et ils m'ont oh, mais madame, écoutez, voilà, c'est comme ça, nous, on ne peut rien faire, il faut qu'on paye d'abord les salariés avant tout, c'est normal. C'est que la priorité du liquidateur ensuite va être de payer en effet les salariés, certaines factures et autres qui restent en attente. Et donc, en effet, le remboursement des clients n'est pas la priorité. Et généralement, bien, c'est de l'argent que vous ne retrouvez pas. Donc, c'est pour ça qu'il est absolument essentiel de bien connaître les partenaires avec qui nous travaillons, de connaître la santé financière de ceux-là avant de s'engager et s'assurer que en cas de problématiques financières et autres, on puisse, que vous ne soyez pas trop dépendant et que l'argent placé, vous puissiez le récupérer. Là, dans ce cas-là, c'était trop tard. L'argent, vous ne pouviez pas le récupérer. Donc, vous avez dû louer. Comment vous avez fait pour le bien à Brest? Vous l'avez loué comme vous avez pu? Non, il a fallu que je paye de ma poche, du coup, parce que j'avais fait aussi un emprunt à 110%. Donc, j'avais versé l'argent, les 10 000 euros, c'était l'argent de mon emprunt. Donc, il a fallu que je prenne sur mon épargne personnelle pour finaliser les travaux de Brest. Okay. Et ensuite, je n'avais pas le cash flow suffisant pour pouvoir le passer en meublé, parce qu'il fallait que je l'équipe après. J'avais déjà versé les sous. Donc, je l'ai loué en nu. Je suis passée par une agence immobilière classique à Brest. En location revenu foncier. Donc, pour le coup, c'était une double peine parce que non seulement vous vous retrouviez dans une situation où vous aviez un bien que vous deviez louer d'une manière dégradée parce que vous aviez votre prestataire qui avait été liquidé. Ensuite, vous avez perdu l'argent que vous aviez, qui était sur votre prêt, que vous deviez donc rembourser, qui vous permettait de meubler le bien. Et en plus de ça, c'est le troisième effet qui se coule, c'est que vous vous retrouviez dans la situation où vous louez en revenu foncier, ce qui veut donc dire que vous étiez imposé directement, vous étiez en nom propre, et donc vous étiez directement imposé dessus, donc vous alourdissiez votre charge fiscale avec ce bien. Donc en effet, c'était une situation compliquée. Et en parallèle de ça, oui. En parallèle de cet appartement à Brest, j'ai acheté en parallèle à Noisy-le-Grand. Et par contre, à Noisy-le-Grand, j'avais le projet de le louer en nu. Hein. C'était parce que j'en pouvais plus en fait du meublé. Je galérais avec l'appartement de Nantes quand même parce que voilà, c'est beaucoup de lourdeur administrative, les gestions des annonces, trouver la conciergerie, changer les choses. Ensuite, c'était les Asturies, pareil. Je commençais à mettre les choses en place. À côté de ça, j'avais Brest avec le chasseur immobilier qui m'a arnaqué. Plus, je faisais les travaux de rénovation à Noisy-le-Grand. Encore une fois, tout à distance. Hein, je n'ai jamais visité ces biens en présentiel. Hein, je ne me suis pas déplacée pour les voir. Les agents immobiliers m'ont filmé les appartements avec leur téléphone. Et pareil avec les notaires, tout à distance. On a signé à distance. La banque, pareil, à distance, tout à distance. Hein. C'était pendant le Covid. Donc, ils avaient développé tous les supports numériques. C'était fini, les procurations, nanani. Hein, avec le Covid, il suffisait juste d'avoir un lien Internet, un code, et c'était réglé. Ils ont côté notaire et côté banque aussi. Et les démarches avaient été simplifiées, en effet, pendant les années Covid, pour tout faire à distance. C'est exact. Tout faire à distance, et ça m'a beaucoup aidé. Si je résume un petit peu la situation. Donc aujourd'hui, vous aviez, avant de nous rencontrer, vous aviez un parc immobilier que je vais résumer comme ça, sur lequel vous aviez un Pinel sur lequel vous perdiez de l'argent, vous aviez des biens qui n'étaient pas forcément exploités à 100% de leur potentiel, et vous aviez des biens qui étaient en revenu foncier, certains par choix, par facilité, parce que vous étiez fatigué du meublé, d'avoir à sortir du cash, et puis de la manière dont ça s'était fait par le passé, où vous n'aviez pas forcément été approché par les bons partenaires. Et en plus de ça, vous aviez donc la contrainte fiscale, parce que vous arriviez dans une situation où, certes, vous aviez votre Pinel,
mais finalement, votre Pinel vous coûtait très cher avec un effort de trésorerie important tous les mois. Ah Et puis, vous aviez plus de biens que prévu en revenu foncier. Et donc, qui dit revenu foncier, dit, comme je le disais tout à l'heure, charge fiscale. Donc, au final, vous perdiez à peu près combien, à peu près, par an, à peu près à la grosse, avant qu'on se rende compte? C'était combien à peu près? 8 000 euros. Oui. Plus charge fiscale, donc à peu près 10 000 Une euros. charge C'était fiscale. entre Ouais, 8 ouais, et 10 plus 000 ça. euros par an avec la charge fiscale en plus. Mais, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a mis un certain nombre d'actions en place. Oui, Donc, première chose, c'est qu'on a pu, tous ensemble, donc on a pu revoir toutes vos offres de prêt. Non pas que les taux étaient mauvais, ils étaient même excellents. Mais ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu retrouver un peu de respiration au niveau de votre situation parce qu'il y avait beaucoup, en effet, d'efforts de trésorerie de votre part. Donc, l'idée, oui, ça a été de moduler vos échéances bancaires pour vous donner de la respiration tous les mois afin de vous permettre d'avoir plus de flexibilité en termes de trésorerie. Ensuite, on a pu travailler ensemble sur vos assurances parce que toutes vos assurances, en effet, étaient toujours chez vos partenaires bancaires et donc contrairement aux intérêts bancaires qui diminuent année après année et la part de l'amortissement augmente, l'assurance, c'est lissé, c'est-à-dire que c'est sur 20 ans, ou bien vous allez payer la même somme tous les mois. Ce qui fait que oui, pour les assurances, sur vos 5 appartements, vous étiez dans une situation où vous payez beaucoup de frais d'assurance tous les mois. Le dernier point sur lequel on a beaucoup travaillé et sur lequel nous sommes en train de faire toute la mise en place, c'est qu'on a repris tous les business plans et on a revu comment transformer vos biens de Pinel à meubler, de location courte durée, est-ce que c'est rentable ou ce n'est pas rentable? Et par moment, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, il faut peser le pour et le contre de vos biens, de la manière dont vous louez et de votre situation. Ce qu'on a pu voir ensemble, c'est que sur vos deux biens Rennes, vous avez d'un côté le Pinel, sur lequel là, je pense que la situation était claire. Pour oui, le sujet, il faut sortir de la situation, donc proprement suivant les échéances. Je rappelle que sur le Pinel, il y a plusieurs possibilités de sortie, mais que les conditions sont très strictes. Donc, je recommande chacun à bien se renseigner auprès de son expert comptable sur les conditions de sortie. Et le deuxième appartement sur lequel il a fallu travailler tout de suite, c'est le deuxième bien de Rennes qui était loué en location de courte durée et sur lequel finalement, location de courte durée, avec tous les frais cumulés, pas rentable. Euh, par contre. alors que finalement, de la location longue durée bien gérée, bien optimisée, avec un bien sur lequel nous allons pouvoir optimiser la décoration, l'ameublement, nous allons avoir des loyers beaucoup plus intéressants et avec moins de contraintes. Encore une fois, la location de courte durée, il n'y a pas forcément d'implication de beaucoup des locataires dans le bien du fait de la période courte euh, d'accession au bien, ce qui est logique. Dans le cadre de la location longue durée, il y a un investissement des périodes dans le bien et on a une dégradation du bien qui est moindre, ce qui Oui, en tant que terre est parce qu'il plutôt intéressant. faut toujours faire des achats, que ce soit à Nantes ou à Rennes. À chaque fois, il manque ci, il manque ça. Tout le temps fournir, fournir, fournir. Et il y a une partie aussi qui est très lourde, la partie comptabilité. Même si c'est mon métier, enfin la gestion, c'est mon métier, mais toute la partie déclaration, quand on fait de la location meublée courte durée, attention, hein, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment lourd. Ça, on ne nous le dit pas vraiment non plus dans toutes les formations. Tout ça a fait que je me suis retrouvée dans une situation où, bon, je préférais oublier et mettre de côté et, en attendant que ça passe, mais ça passe pas. C'est grâce à Romain qui m'a parlé de Donc, votre offre donc mon que associé dans le cadre Optimimo qui, euh, qui a pu en effet c'est grâce à conseiller. lui que voilà, je me suis orientée vers vous pour trouver des solutions parce que seul, quand on n'est pas du métier et quand on a notre boulot, la vie de famille et tout ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Et, Je, je- beaucoup de lourdeur dans tous les sens.
Je pense que vous Donc, avez raison. Vous avez bien résumé la situation. C'est qu'il y a, lorsque on a un travail, on a une famille, l'immobilier peut représenter une contrainte en plus, une contrainte administrative, de gestion, euh, qui est du stress également pour certains. Le fait de savoir combien de loyer va rentrer ce mois-ci, combien est-ce qu'il va manquer pour payer les échéances à la banque, c'est du stress et c'est une contrainte non négligeable. oui. Aujourd'hui, maintenant vous êtes en train de sortir du Pinel, que les investissements sont tous en train de changer et de se transformer en investissements rentables. Quels sont les prochains objectifs pour vous, Julie? Qu'est-ce que vous avez Moi, envie de faire? l'objectif, c'est la partie. Il y a deux choses. Il y a la partie succession à mes enfants. Voilà. Hmm. Parce que j'entends bien maintenant, enfin, avec toutes les lois qui sortent, je veux pas que à ma mort, les enfants, je veux qu'ils héritent de mes biens sans avoir à être taxés. Voilà, donc c'est la partie C'est succession. c'est important ce que vous venez de dire, c'est que votre idée d'investissement a toujours été faite dans une optique patrimoniale. Oui. Alors, qui dit patrimonial ne dit pas forcément qu'on va négliger la rentabilité, mais dans un objectif aussi de patrimonial, parce que succession, parce qu'envie de construire un patrimoine pour ses enfants, pour sa famille. J'ai vu dans notre entourage une personne qui a eu un héritage familial, qui a eu des biens. Et il a débuté sa vie sans loyer, sans avoir à faire de crédit. Il était déjà meublé. Et j'ai vu l'avantage énorme de commencer sa vie sans avoir à se soucier du loyer ou du crédit, du remboursement de crédit. Et ça propulse, franchement. Bien Donc, sûr. j'ai toujours gardé ça dans la tête que voilà, le jour où mes enfants ils arriveront à un âge où ils devront être autonomes, et ben au moins s'ils peuvent ne pas avoir de loyer ou un énorme emprunt, qu'ils puissent être sereins à ce niveau-là pour bien démarrer dans leur vie. Et le deuxième point aussi pour moi, c'est d'agrandir toujours le parc immobilier, parce que j'ai gardé quand même ma petite fibre investisseur. Je ne vais toujours pas acheter ma résidence principale avec mon Labrador et mon Scénic. Toujours pas. Donc l'objectif demain, c'est Oui, peut-être de restructurer en effet ce parc immobilier. oui, Aujourd'hui, ça y est, on part vers la rentabilité. Et oui, puis après, demain, c'est de trouver d'autres biens, de oui, structurer, oui. peut-être faire des OBO, c'est-à-dire de reconsolider via des sociétés, via une holding, certains biens, qui, dans un souci de transmission, est quand même très intéressant, parce que ça permettrait de limiter quand même l'impact fiscal, euh, tout en pouvant générer une trésorerie intéressante suivant les biens. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends, qui peut être réalisé et qui peut être fortement, fortement intéressant. Julien, on arrive au terme de cet entretien. Déjà, je tenais à vous remercier parce que c'était extrêmement intéressant. Si j'avais à conclure un petit peu comme sur cet entretien, donc si je comprends bien, donc avant notre rencontre, vous expliquiez, vous perdiez entre 8 et 10 000 euros par mois, 8 et 10 000 euros par an, pardon, c'est beaucoup, entre 8 et 10 000 euros par an sur votre parc de 5 appartements que vous gérez à distance depuis la Guyane, sachant que tous vos biens sont en France, sont en métropole. Donc la contrainte, évidemment, ça a été qu'on puisse travailler ensemble, qu'on s'est rencontrés. Nous avons fait une analyse de votre situation, on a essayé de trouver des solutions et nous les avons mis en place en partie. Les autres solutions sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, au global, on parle quand même d'économies de pas loin de 80-90 000 euros d'économies au total sur vos 5 appartements. Et ce qui va permettre derrière de pouvoir se relancer sur des prochains projets d'investissement et une structuration un petit peu différente avec plusieurs sociétés. Exactement. Euh, Bien écoutez,
Moi, je n'ai qu'une seule chose à rajouter à tout ça, c'est que globalement, j'ai apprécié vraiment travailler avec vous et c'est pas terminé, parce que vous avez vraiment une vision long terme, c'est patrimonial, et c'est ça qui est intéressant. J'aime beaucoup l'idée que euh, vous êtes arrivé vers nous avec des problèmes, on a trouvé des solutions, mais en fait, vous avez dû affronter déjà avant beaucoup, beaucoup de problèmes. On a parlé de la liquidation d'un de vos partenaires, on a parlé des difficultés que vous avez eues avec vos différentes démarches administratives, on a parlé des difficultés aussi que comment je réagis quand j'ai un effet coup de cœur, etc. Et c'est des choses que vous avez su quand même globalement affronter. Si j'aime bien finir les entretiens par une question très concrète. Euh, pour tous ceux qui vont nous entendre aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller s'ils ont envie d'investir dans l'immobilier? Quels sont les points clés sur lesquels il faut faire attention et qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui? Déjà, je leur conseillerais de se former, mais de se faire accompagner dès le début, en fait, par des Hmm. spécialistes et ne pas partir sans tête baissée parce qu'il y a quelques influenceurs qui vantent les bienfaits de l'immobilier, de quitter le métro, boulot, dodo et que non. Il faut rester les pieds sur terre, se faire accompagner dès le départ par des professionnels pour les projets et aussi je n'ai pas parlé de ça, mais ça a quand même beaucoup d'impact, je trouve, sur les projets et les rêves de chacun. C'est ne pas écouter les personnes négatives. Parce que pendant tout mon parcours sur l'immobilier, on a eu beaucoup de réflexions négatives. Tu vas pas y arriver, qu'est-ce Hmm. que c'est que ça, pourquoi, mais non. Et cette négativité entraîne de la négativité. Il ne faut pas prendre les peurs, parce que les peurs des gens pour les nôtres. Moi, je viens d'une famille très modeste et quand même, je trouve que je m'en sors pas mal, pas mal dans la vie. Je m'en sors bien mieux que mes parents. Donc, il y a une évolution et j'espère que mes enfants s'en sortiront bien mieux que moi. Et le conseil voilà, c'est se faire accompagner dès le départ quand on a un projet sérieux et ne pas juste faire des petites formations en ligne et croire que ça suffira. Non, Merci Julie, merci voilà. beaucoup. Merci pour votre témoignage. Pour tous ceux et celles qui veulent passer à l'action, qui souhaitent être accompagnés, tout comme nous avons pu le faire avec Julie, n'hésitez pas à nous contacter dans le cadre d'Optimimo. Vous avez toutes nos coordonnées. Rejoignez-nous dès maintenant pour accéder aux différentes stratégies de financement et nous nous retrouverons très bientôt. Merci Julie. De rien. Au revoir. Au revoir.